Alors, on reprend la deuxième, on reprend le cours avec la deuxième complication qui sont les pleurésies purulentes. Alors, les pleurésies purulentes, donc là, vous avez le plan du cours. Le plan du cours. On va commencer directement par la définition et l'introduction. Voilà. Alors, les pleurésies purulentes aiguës, donc on parle de pleurésie aiguë parce que nous sommes dans la semaine de l'infection respiratoire aiguë, correspondent à une infection de la plèvre, par contiguïté ou par effraction d'un foyer infectieux pulmonaire. La ponction pleurale permet de distinguer les pleurésies à liquide clair des pleurésies purulentes et les pyopneumothorax. Ça, c'est un geste très important dans la pleurésie purulente. C'est celle qui vous fait le diagnostic de l'épanchement pleural. Les pleurésies à liquide clair peu abondantes accompagnent 5 à 20% des cas des pneumonies interstitielles et régressent spontanément en moins de 10 jours. Donc, vous pouvez avoir des pleurésies claires, à liquide clair, qui accompagnent les pneumonies même virales, mais celles-là, elles régressent spontanément. C'est des petits épanchements et qui ne nécessitent pas de ponction pleurale. Par contre, les pleurésies purulentes sont le plus souvent secondaires à une infection bactérienne alvéolaire. Ça peut être un foyer infectieux pulmonaire qui s'est compliqué d'une pleurésie. Et vous avez les pyopneumothorax, qui est une complication fréquente d'un abcès du poumon, plus particulièrement staphylococcique ou d'une pneumonie bulleuse staphylococcique. Donc, c'est l'abcès pulmonaire staphylocoque qui se rompt dans la cavité pleurale et vous donne un pyopneumothorax. Donc, définition, les pleurésies purulentes, c'est un empyème thoracique, sont des épanchements pleuraux dans la ponction, met en évidence un liquide macroscopiquement purulent ou louche. Il faut savoir que quand le liquide est louche, on suspecte un épanchement purulent. Mais la confirmation qu'il s'agit d'un épanchement purulent à la ponction pleurale, c'est la présence de polynucléaires altérés. Devant la présence de polynucléaires altérés, vous pouvez dire que c'est un épanchement purulent. Vous le suspectez à l'œil nu, mais vous le confirmez par la présence de la recherche de polynucléaires altérés. La fréquence des pleurésies purulentes a diminué depuis la génération de l'antibiothérapie dans les infections respiratoires, puisque si on traite correctement une pneumonie, on peut éviter les complications des pneumonies. Parmi les étiologies des pleurésies, elles représentent 7 à 9% des cas en milieu pneumologique. Elle soulève 3 types de problèmes, la pleurésie. Le diagnostic, du fait du recours fréquent à une thérapie préalable qui compromet la mise en évidence du germe. C'est-à-dire que si vous, devant une pleurésie, vous avez déjà mis l'antibiothérapie sans avoir fait des prélèvements, eh bien, on ne peut pas mettre en évidence le germe, ça c'est très important. Donc, et sur le plan thérapeutique, les ponctions sont un véritable traitement d'urgence. Donc, ça c'est très important. Quand on a un épanchement pleural, eh bien, il faut prouver d'abord que c'est un exsudat, donc il est riche en albumine, c'est bien une inflammation de la plèvre. Le type, la ponction va permettre de connaître le type d'épanchement. C'est un épanchement à liquide clair, c'est un épanchement à liquide louche, où il y a la présence de polynucléaires altérés, ou est-ce que c'est un épanchement qui est hématique. Parallèlement, il faut traiter la cause et le terrain où se situe cet épanchement. Et bien sûr, sur le plan thérapeutique, il y a un intérêt important de la kinésithérapie respiratoire pour éviter les séquelles pleurales. C'est très important. Et sur le plan pronostic, eh bien, cette pleurésie est liée au terrain, qui est en général, il y a une débilité souvent associée, ou une cause néoplasique sous-jacente, ou alors une cause ORL. Il faut toujours rechercher le terrain. Pourquoi ce patient fait une pleurésie. Alors, sur le plan physiologique, il y a un rappel quand même de l'espace pleural qui renferme quand même quelques centimètres cubes de liquide qui contient des protéines, une concentration d'environ 15 grammes par litre et des éléments figurés du sang à l'exception des globules rouges, constituent souvent des cellules mononucléées, des cellules mésothéliales. Les plaies viscérales et pariétales sont formées d'une couche de cellules mésothéliales sous-tendues par une membrane basale du tissu collagène et élastique où cheminent des microvaisseaux et des lymphatiques. Entre ces cellules mésothéliales, on peut observer sur la plèvre pariétale des pores qui communiquent avec les vaisseaux lymphatiques. Et c'est à ce niveau que se fait la majeure partie de la résorption des protéines, des cellules et du liquide pleural.
La petite quantité du liquide pleural provient d'une filtration du liquide pauvre en protéines. C'est-à-dire qu'en l'état normal, les plèvres, il existe un petit liquide, mais généralement qui est souvent acellulaire, où il y a une couche de cellules mésothéliales, mais il n'y a pas de germes. C'est un petit liquide qui est aseptique, que l'on retrouve, et qui permet de provoquer une pression, une faible pression. Les causes des pleurésies purulentes, généralement, elles sont d'origine pulmonaire. Généralement, c'est une pneumonie, une complication d'une pneumonie ou d'une pneumopathie. Donc, soit une rupture intrapleurale d'un abcès pulmonaire, d'une embolie pulmonaire septique, soit c'est un abcès qui est surinfecté, un cancer plutôt pulmonaire surinfecté qui s'abcède, qui se rompt dans la cavité pleurale parce que cet abcès se situe près de la paroi thoracique. Soit ce sont des grosses dilatations de bronches suppurées qui sont kystiques et donc qui peuvent suppurer et qui sont proches de la paroi aussi thoracique des plèvres et qui peuvent rompre dans la cavité pleurale. Soit alors c'est une anomalie congénitale, donc ça c'est pas de votre recours, ou d'une contusion pulmonaire post-traumatique. On peut avoir une pleurésie qui est post-traumatique à la suite d'une fracture de côte, et cette fracture de côte a effleuré la plèvre et vous donne généralement des pleurésies. Mais généralement, les pleurésies post-traumatiques, ce sont des pleurésies hématiques, et qui relèvent généralement de la chirurgie thoracique. Les pleurésies purulentes d'origine extra-pulmonaire sont plus rares. Ça peut être d'origine médiastinale, une perforation spontanée de l'œsophage ou une médiastinite nécrotique. Ça, c'est dû et d'origine dentaire. Ça envoie beaucoup des complications d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire avec des abcès dentaires qui se compliquent de médiastinite. Et ça, c'est une urgence qui est primordiale en matière d'urgence thoracique et qui peuvent se compliquer d'abcès du poumon. Ou alors, c'est dû à une infection otorhinolaryngologique, machidienne ou sous-diaphragmatique. Les abcès sous-diaphragmatiques, abcès hépatiques ou péritonites peuvent donner des abcès pulmonaires, par contiguïté souvent. Alors, les pleurésies purulentes d'origine iatrogène, ce sont généralement des pleurésies qui sont sont nombreuses. Et là, vous avez des surinfections, des épanchements préexistants. Ça peut être des surinfections après ponction ou drainage pleural. C'est-à-dire si vous avez un épanchement à liquide clair, que vous ponctionnez avec des aiguilles qui sont non stériles, et bien cet épanchement peut devenir purulent. Ça, c'est ce qu'on appelle des causes iatrogènes. D'accord ? Donc, ce n'est pas un épanchement dû à un épanchement purulent dû à une pneumonie. Vous avez aussi des pleurésies purulentes dues à une chirurgie thoracique. Au cours d'une chirurgie thoracique, après une lobectomie, une pneumonectomie, eh bien, on peut avoir des pleurésies comme complication. On passe sur les pleurésies d'origine chirurgicale. Alors, sur le plan anatomique, donc, il y a trois stades qu'il faut connaître sur le plan anatomique. Il y a le stade de diffusion, c'est-à-dire c'est un liquide qui est libre dans la grande cavité pleurale, il n'y a pas de poche pleurale, la plèvre, elle est fine, elle est inflammatoire, elle est souple. Donc là, c'est la phase de diffusion, c'est-à-dire que quand vous ponctionnez cet épanchement pleural, que ce soit en postérieur, en axillaire ou en antérieur, vous retrouvez du liquide. Donc l'épanchement est libre dans la cavité pleurale. Et puis il y a la deuxième phase, c'est la phase de collection de l'épanchement. Si vous tardez à faire le diagnostic d'épanchement pleural dès le début, eh bien cet épanchement va commencer à se collecter, c'est-à-dire que la plaie va s'épaissir, elle va devenir fibrineuse et le liquide qui était clair au début va devenir louche, encore plus louche et devenir épais. Et va se collecter dans les zones les plus déclives. C'est-à-dire, si le malade reste tout le temps couché sur le dos, eh bien, l'épanchement, ce sera postérieur. Il sera surtout collecté en postérieur. Si le malade reste en décubitus latéral, eh bien, l'épanchement va se collecter en décubitus latéral sur le côté. Il va se cloisonner et les lésions sont souvent, restent à ce stade réversible, mais ça pose des problèmes pour la ponction pleurale. Dans la phase de diffusion, quand on ponctionne un épanchement qui est libre dans la cavité pleurale, eh bien, c'est plus facile à ponctionner. D'abord, le liquide est moins louche, d'abord, il peut être un peu clair, et donc on utilise des aiguilles qui ne sont pas trop grosses, et on peut le ponctionner en postérieur. Mais quand le liquide se collecte,
eh ben, le liquide, là, on utilise des aiguilles plus grosses parce que le liquide est purulent. Il peut boucher l'aiguille. Il faut rechercher aussi la poche. Et c'est pas facile. Il faut faire des profils, il faut faire des échographies thoraciques pour rechercher la poche pleurale pour ponctionner. Donc là, c'est plus difficile à évacuer le liquide. Et la troisième phase est la phase d'enquistement, qui est la phase encore la plus grave, parce que c'est un épanchement qui est souvent qui a été sous-estimé, qui n'a pas été diagnostiqué à temps. Le malade a pris des antibiotiques peut-être dû au syndrome infectieux, mais n'a pas fait de radiographie du thorax. Et vous voyez qu'il existe une poche pleurale qui est très collectée et très infectée, un épanchement qui est purulent, très épais, avec une plèvre qui est très épaissie, sclérosée, ce qu'on appelle la pachypleurie. Et là, c'est très difficile à fonctionner parce que l'aiguille, même une grosse aiguille, ne peut ne pas traverser la paroi pleurale qui est très épaissie et qui est calcaireuse, en fait, compte, qui est très épaisse et qui peut casser même l'aiguille. Et généralement, là, ça relève de la chirurgie et c'est le chirurgien thoracique qui va enlever cette coque pleurale et enlever cette poche pleurale pour libérer le poumon. Donc, vous voyez que plus on tarde au diagnostic d'un épanchement pleural et plus l'épanchement pleural va se compliquer et ça va être dur pour traiter cet épanchement. Alors, le diagnostic, bien sûr, dans la forme habituelle de s'il s'agit d'un homme, plus que d'une femme, le tableau infectieux existe devant un épanchement pleural avec une fièvre élevée, avec des frissons, avec des pics thermiques et une altération importante et surtout des douleurs thoraciques parce que c'est quand même la plèvre est bien innervée, donc vous avez des douleurs thoraciques, une toux en général qui est peu productive, c'est une toux uniquement due à l'épanchement pleural, mais aussi une gêne respiratoire. Cette gêne respiratoire est de plus en plus importante si l'épanchement est important. Donc, vous voyez, et parfois vous avez des signes de détresse respiratoire si l'épanchement est très important et entraîne des signes de refoulement du poumon sain et ça peut entraîner quand même une cyanose. Alors, à l'examen clinique, bien sûr, vous avez le syndrome d'épanchement pleural que vous connaissez tous, qui est à la percussion, la matité, à la palpation, les vibrations vocales qui sont nettement diminuées, qui peuvent même disparaître, une diminution de l'ampli thoracique à l'examen physique et à l'auscultation, abolition du murmure vésiculaire, puisqu'il y a un épanchement pleural dans la cavité pleurale et le poumon est complètement collabé. Cet examen, donc, vous pouvez aussi préciser le terrain. Donc, à l'interrogatoire, rechercher le terrain c'est très important. Et aussi l'existence, aussi à l'examen clinique, d'un foyer infectieux, particulièrement ORL ou dentaire. Alors, la radiographie du thorax a une importance et il suffit au diagnostic. La radiographie standard de face et de profil va vous montrer justement le comblement du cul-de-sac. Vous voyez qu'à gauche, vous avez un comblement du cul-de-sac costodiaphragmatique, là, avec la limite supérieure de cette opacité et concave en haut et en dedans. Vous avez de l'autre côté aussi cet épanchement qui est un peu plus important. Vous voyez, un épanchement de la base du poumon gauche et vous voyez que la limite supérieure n'est pas concave en haut et en dedans parce que cet épanchement, commence à être concave vers le bas parce que cet épanchement commence à se collecter. Et sur cette opacité, vous voyez aussi une opacité parenchymateuse. Probablement, il existe une pneumonie associée à cet épanchement pleural. Ici, la troisième radiographie du thorax, vous voyez que dans la troisième radiographie du thorax, vous avez un épanchement de grande abondance, c'est-à-dire une opacité qui occupe tout l'hémithorax gauche avec des signes de refoulement. Regardez, la trachée est refoulée du côté sain et même le cœur, le médiastin est refoulé du côté sain. Donc, vous avez un épanchement de grande abondance. Alors, la ponction pleurale va confirmer le diagnostic. Donc, c'est elle qui confirme le diagnostic d'épanchement pleural. Donc, ça vous permet aussi, cette ponction pleurale va vous permettre aussi de faire l'examen bactériologique, chimie et cytologique du liquide pleural.
Donc, c'est une ponction qui se fait avant toute antibiothérapie, ça c'est très important, et c'est une ponction qui se fait en pleine matité, particulièrement quand un épanchement est libre dans la cavité pleurale. Donc, vous recueillez un liquide qui est louche ou purulent, parfois fétide. S'il est fétide, ça veut dire qu'il existe des germes anaérobies. Alors, l'épanchement pleural va vous permettre de dire si cet épanchement sur la biochimie, c'est un liquide qui est riche en protéines, il est exsudatif. S'il a moins de 30 grammes par litre de protéines, moins de 24 grammes par litre de protéines, ça veut dire que c'est un épanchement transsudatif et on n'est pas devant une pleurésie. Une pleurésie inflammatoire, c'est plutôt un épanchement mécanique. Et là, il faut regarder si le malade n'est pas une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale ou hépatique. Il ne relève pas, en fin de compte, de la pneumologie, mais plutôt de la spécialité où l'organe noble souffre. La cytologie va montrer des leucocytes. Et quand c'est un épanchement purulent, je vous ai dit qu'il existe des polynucléaires qui sont altérés. Alors, sur le plan bactériologique, bien sûr, un épanchement le liquide doit en rechercher toujours le germe en milieu aérobie et anaérobie. Et si le germe est isolé, bien sûr, on demandera un antibiogramme. L'électrophorèse des protéines va rechercher l'antigène soluble pour rechercher le pneumocoque. Donc, on peut rechercher le pneumocoque, l'hémophilus influenzae et le Klebsiella. Et il faut savoir que les résultats rapidement obtenus vont permettre d'orienter l'antibiothérapie. Et si vous avez eu un pic thermique, donc une température à 39,5, vous pourrez chercher aussi le germe par hémoculture. Et éventuellement, si vous faites une fibroaspiration, on peut rechercher aussi le germe par fibroaspiration protégée. Ceci dit, si le germe n'est pas retrouvé, on reviendra sur le tableau radioclinique et le terrain. Si c'est un diabétique avec des abcès pulmonaires, et s'il a une porte d'entrée, on pensera au staphylocoque. Si ce patient avait fait vous avez des radios antérieures de pneumonie, et qu'il a fait une condensation pulmonaire et il fait un épanchement pleural associé comme complication, on pensera d'abord avant tout au pneumocoque, puisque je vous ai dit que dans les pneumonies, c'est le pneumocoque qui est le plus souvent le germe en cause. Alors, sur le plan biologique, bien sûr, vous avez toujours l'hémogramme qui va vous montrer une hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile, éventuellement une anémie peut être associée, on peut retrouver des signes d'anémie avec une hémoglobine qui est diminuée, la vitesse de sédimentation est souvent accélérée, et puis si vous avez un terrain chez un sujet âgé, un ionogramme sanguin est tout souvent associé parce qu'on peut retrouver une déshydratation associée à cette pleurésie purulente. La glycémie est souvent demandée parce qu'on recherchera un terrain associé, le bilan hépatique et rénal aussi. Donc, les gaz du sang vont permettre, surtout si le malade est dyspnique, de rechercher le retentissement respiratoire. Mais il faut savoir que quand vous avez une cyanose ou une gêne respiratoire, c'est parce que l'épanchement est de grande abondance et qu'il entraîne des signes de compression. Et c'est pour ça que nous avons un retentissement respiratoire. Et c'est quand on ponctionne l'épanchement, qu'on évacue l'épanchement, que la respiration peut revenir à l'état normal. Donc, vous voyez, ne vous pressez pas de donner de l'oxygène à un malade qui a une pleurésie importante. C'est plutôt, l'urgence, c'est surtout d'évacuer l'épanchement et de faire les analyses du liquide pleural. Les hémocultures sont surtout systématiques avant antibiothérapie. Alors, le scanner thoracique va vous permettre de rechercher une cause sous-jacente. Donc, chercher un cancer bronchique sous-jacent qui peut dû être associé à un abcès du poumon et à une pleurésie purulente, et chercher aussi un corps étranger éventuellement. Alors, il existe des formes frustes atténuées qui est le fait d'une antibiothérapie préalable insuffisante. Souvent, quand le malade est mis sous antibiotiques sans avoir fait le diagnostic, on peut avoir des formes frustes et qui peut diminuer justement, ne pas rechercher la cause est évidente. Donc, les terrains particuliers, bien sûr, c'est le sujet âgé, l'immunodéprimé. Les éléments du diagnostic, c'est bien sûr le syndrome infectieux, qui sont quand même qui sont pertinents et patents, avec des signes respiratoires que l'on retrouve. Et vous avez bien sûr la radiographie qui retrouve l'épanchement et la ponction qui met en évidence le liquide louche et l'existence de polynucléaires neutrophiles altérés.
Alors, dans les diagnostics différentiels, il est difficile, le diagnostic d'épanchement est souvent facile, généralement. Il reste difficile quand les épanchements sont localisés. Quand ils sont localisés, ils sont interlobaires, ça peut donner des opacités rondes, dans des pleurésies parapneumoniques non purulentes. Et ça, généralement, on cède, ce diagnostic est aidé par la TDM, c'est-à-dire par le scanner thoracique. Alors, sur le plan étiologique, les germes en cause, c'est les grammes négatifs, les grammes positifs d'abord, le pneumocoque qui reste le plus élevé, particulièrement quand il y a une pneumonie sous-jacente et qui est compliquée d'un épanchement pleural. Donc la sensibilité souvent est diminuée à la pénicilline parce que souvent, si c'est des épanchements cloisonnés, généralement l'antibiotique ne parvient pas à la poche pleurale et là on cède surtout des ponctions pleurales répétées. Le streptocoque aussi, qui généralement est recherché parce que dans les foyers ORL cutanés et dentaires. Le staphylocoque, généralement aussi, peut-être chez les sujets immunodéprimés, toxicomanes et chez les diabétiques. Les grammes négatifs, chez les sujets qui ont des pathologies associées, et particulièrement ces pleurésies purulentes peuvent survenir chez les sujets qui sont hospitalisés pour une chirurgie abdominale ou une chirurgie thoracique, par exemple pour une lobectomie due à un cancer. Ils peuvent faire des pleurésies purulentes et généralement les pleurésies purulentes, ce sont des pleurésies graves à grammes négatifs parce que ce sont des pleurésies nosocomiales qui nécessitent une bithérapie, souvent des céphalosporines associées à des aminosides. Alors, chez l'enfant, c'est l'hémophilus influenzae que l'on retrouve dans les pleurésies. Les grammes négatifs chez les sujets fragilisés, c'est-à-dire les grammes négatifs. Le Legionella pneumophilae est rarement en cause dans les pleurésies purulentes. Pour les germes anaérobies, je vous ai dit que c'est un terrain particulier. Donc, on revient toujours dans le terrain de l'éthylique et la mauvaise hygiène dentaire. Et souvent, ce sont des pleurésies qui sont purulentes, qui sont fétides. Donc, ça, c'est très important. La fétidité de l'épanchement, déjà, vous met sur la route d'un épanchement dû à des anaérobies. Les pleurésies amibiennes, c'est surtout les abcès du poumon qui se compliquent d'abcès, les abcès plutôt hépatiques qui se compliquent d'abcès du poumon. Donc, c'est une cause extra-respiratoire qui est la cause de l'abcès du poumon. Autre affection, bon, là, on en a parlé. La chirurgie, on en a parlé, qui peut être aussi des affections. Voilà. Alors, sur le plan évolutif, l'évolution classique se fait en 3 stades, on en a parlé. Stade de diffusion, collection et enquistement. Je vous ai dit que si on tarde à faire le diagnostic d'un épanchement pleural, eh bien, on risque d'avoir l'épanchement au stade d'enquistement. Et là, on ne peut rien faire. Le pneumologue ne peut pas ponctionner et généralement, il passe la main au chirurgien thoracique pour enlever la poche pleurale. Donc ça, c'est des séquelles. Et là, quand on est au stade d'enquistement, les séquelles sont lourdes parce que ça peut entraîner des pleurésies séquelaires avec des pachypleurites importantes, insuffisance respiratoire restrictive et même entraîner des dilatations de branches. Donc, vous voyez que l'intérêt de faire un diagnostic précoce d'un épanchement pleural est très important. Donc, le pronostic est lié bien sûr au terrain et surtout s'il n'y a pas de cancer sous-jacent, bien sûr, et aussi il est lié au germe. Si le germe est très pathogène, c'est un gramme négatif, c'est sûr que la pleurésie est quand même plus grave par rapport à un pneumocoque. Alors, le traitement, ça c'est très important, le traitement d'une pleurésie qu'il faut connaître. Ça, le traitement doit être précoce et adapté au milieu, en milieu spécialisé. Il comporte plusieurs volets. Il y a le traitement général, c'est-à-dire traiter le terrain général, traiter le diabète, équilibrer bien sûr un diabète, ça c'est très important. Traiter si le malade est déshydraté, donc réhydrater le malade sur le plan hydroélectrolytique et nutritionnel, l'apport éventuellement chez un alcoolique de vitamine B1, B6 et l'oxygénothérapie en fonction des gaz du sang. Mais je vous ai dit que l'oxygénothérapie, c'est souvent la ponction pleurale qui va améliorer la respiration. Alors l'antibiothérapie, il faut la débuter bien précocement, c'est sûr, mais en fonction des prélèvements effectués. Donc l'antibiothérapie est souvent parentérale dans une pleurésie, bactéricide et adaptée en fonction de l'antibiogramme quand on a retrouvé le germe. Mais ce qui est très important aussi, la durée de l'antibiotique, ça dure 6 semaines.
Donc, c'est plus important encore que la pneumonie et souvent, c'est par voie veineuse. Donc, on utilisera, si on n'a pas de germes, si on n'a pas retrouvé de germes à la ponction pleurale ni à l'hémoculture, eh bien, on utilisera l'amoxicilline acylclavulanique ou la pénicilline parce que souvent, c'est du pneumocoque que l'on retrouve, du streptocoque que l'on retrouve dans l'épanchement. Si on soupçonne une pleurésie anaérobie, c'est-à-dire que l'épanchement est purulent et il est fétide, on soupçonne un anaérobie, on utilisera en plus des bêta-lactamines du métronidazole, donc on associera une bêta-lactamine, une céphalosporine, mais aussi du flagyl à 2 grammes par jour. Et on peut utiliser aussi dans les entérobactéries ou dans les grammes négatifs aussi une céphalosporine avec un aminoside qui est la gentamine ou amicacine adaptée à la fonction rénale, parce qu'il faut savoir que la gentamine, il faut l'utiliser de façon très chez les diabétiques, il faut faire attention à sa fonction rénale, donc il ne faut pas abuser de la gentamine chez un diabétique. Ou alors, on utilise une quinolone qu'on peut associer à une céphalosporine quand on ne peut pas utiliser la gentamine en association. Le traitement local, bien sûr, c'est surtout les ponctions pleurales qui sont quotidiennes. La ponction pleurale doit être faite tous les 2 jours. Quand le sujet peut supporter les ponctions, il faut les faire quotidiennement. Si on ne peut pas, ce sera tous les 2 jours. Donc, une fois qu'on n'a plus besoin du liquide pleural pour les analyses, eh bien, on essaiera de vider l'épanchement pleural le plus tôt possible pour éviter les séquelles pleurales. Donc, surtout vider le liquide pleural. En stade de collection, on fera un drainage. Si c'est nécessite, on mettra un drain pour avoir une aspiration continue. Si c'est au stade d'enquistement, eh bien là, ce sera la chirurgie thoracique pour enlever la poche pleurale. La kinésithérapie est associée aux ponctions pleurales, donc ça c'est très important. Traiter pour faire la réexpansion pleurale, c'est-à-dire faire un drainage de décubitus, utiliser des gestes pratiques sur le plan kinésithérapie, c'est-à-dire faire des gestes de réexpansion pulmonaire, d'inspiration, utiliser la sangle abdominale, qui est le muscle diaphragmatique inspiratoire, qui est très important. Donc, de faire une inspiration profonde, expiration profonde, utiliser des balais, des manches de balai et surélever les bras pour pouvoir faire une réexpansion du thorax. Dormir sur le côté non atteint, du côté sain, ça c'est très important, pour que le poumon qui a été collabé pendant longtemps peut avoir une réexpansion normalement. Donc, la durée de la kinésithérapie doit durer au moins 3 mois pour vous dire qu'on a des résultats qui sont vraiment très, très bons avec une kinésithérapie qui est pratiquée régulièrement et soutenue. On peut avoir une réexpansion du poumon et on peut éviter la chirurgie thoracique pour enlever la plèvre qui est calcifiée. Donc, c'est très important la kinésithérapie. Donc, la chirurgie relève surtout des épanchements qui sont difficiles à traiter par ponction pleurale et surtout pour enlever une plèvre qui est vraiment calcifiée. On peut aussi traiter les éventuels foyers qui peuvent être dentaires et aussi un reflux gastro-œsophagien qui peut être responsable aussi de l'épanchement pleural. Donc, voilà ce que je vous ai si vous avez des questions à poser, je suis prête à répondre à vos questions. Donc, si vous pouvez revoir les cours, on va vous envoyer les cours de toute façon, revoir les cours et si vous avez des questions à poser, vous les posez durant